Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Catherine Moreau. Bonjour. Vous êtes députée régionale bruxelloise, membre du Parti socialiste et depuis mardi soir, vous êtes désormais officiellement la chef de file des socialistes à Molenbeek. Est-ce que le majorat de Molenbeek, c'est quelque chose à quoi vous pensez souvent? Écoutez, le mandat que la section de Molenbeek m'a donné mardi soir, c'est le leadership pour au moins les 3 années à venir. Et puis le reste, c'est construire le projet. L'objectif, vous le connaissez, c'est rentrer dans la majorité. C'est ça qu'on va faire. Ouais, donc dans les 3 années à venir, il y a les élections communales 2018. Si on est chef de file, c'est qu'on se prépare à être tête de liste aux élections communales? Je vous donne le mandat que la section m'a donné, le leadership pendant les 3 années à venir, construire ce projet de manière collective. Je ne veux pas être un leader providentiel, c'est pas ça, c'est construire le projet tous ensemble, avec les militants, avec les mandataires qui sont déjà sur place. Oui, mais quand on prend la tête d'un combat, c'est pour mener ce combat et théoriquement on est candidat bourgmestre, ce serait la logique. Ce que vous dites est tout à fait juste, je suis à la tête de ce groupe aujourd'hui. À la tête de ce groupe et probablement tête de liste et probablement candidat bourgmestre. Ça, vous savez, qui sera bourgmestre, ce sont les électeurs qui vont en décider. Ce que je souhaite avant tout, c'est que le soir des élections, ce soit vraiment les électeurs qui décident de la majorité en place. Ouais. Alors, Molenbeek, c'est une commune que les socialistes peuvent reprendre? Oui. Pourquoi? Écoutez, Molenbeek, c'est une commune, on la connaît finalement assez mal. C'est une commune qui est duelle, mais ça, beaucoup de communes à Bruxelles le sont. C'est une commune qui a besoin du projet socialiste parce que les défis là-bas, les enjeux sont énormes, sont multiples et nous pensons que notre projet est le mieux à même de rencontrer ces enjeux. Alors ces enjeux, qu'est-ce que c'est? L'interculturel, ça on en parle tout le temps. L'intergénérationnel, on en parle beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, Molenbeek, c'est une commune vraiment bipolaire. Vous avez une population âgée très importante et vous avez une communauté de jeunes et de familles qui grandissent. Et là, on est vraiment dans le défi démographique en plein, puisqu'on a du plus 10% sur 10 ans avant et on a devant nous des prévisions qui sont du même ordre. Donc, on a un défi de la jeunesse, on a un défi des personnes plus âgées. On doit faire se rencontrer ces générations et on doit les faire se connaître, se côtoyer. Donc, l'intergénérationnel. Pourquoi ce défi? Ça ne peut pas être Françoise Quépemans et ses alliés actuels qui peuvent le relever? Il y a d'autres enjeux. D'abord, si je veux répondre très très bêtement à votre question précise, là, aujourd'hui, si vous regardez leur déclaration politique, si vous regardez leur politique, il n'y a rien là-dessus. Mais je continue sur les autres enjeux. 3 autres enjeux au moins, l'emploi, la jeunesse et puis la question de la densité de population. Quand vous connaissez un peu Molenbeek, vous savez que dans tous les quartiers, l'habitat est tout à fait différent, mais la question de la densité de population se pose. Et elle va être encore plus cruellement posée quand on aura ces 10% supplémentaires. Et donc, si je veux continuer, bien sûr, c'est évident, si je peux continuer sur cette question-là, l'enjeu absolument pas rencontré aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir à cette jeunesse, à ces enfants qui sont en train d'arriver, qui naissent ou qui sont nés à Molenbeek, pouvoir rester dans cette commune, s'ils le souhaitent, et pouvoir y grandir avec tout ce qu'il faut pour grandir. C'est des écoles, c'est des équipements collectifs sportifs, c'est du parascolaire, continuer le soutien aux associations. Tout ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Alors, est-ce que le nom de Moreau, oui. Vous êtes la fille de Philippe Moreau, ça vous a clairement aidé ou pas? Est-ce que ça m'a clairement aidé? Alors, j'ai fait 5000 voix aux élections régionales, plus de 5000 voix en fait. J'ai fait plus de 1300 voix, près de 1400 à Molenbeek même. Ça m'a mis dans des positions, au niveau régional, juste derrière les ministres. Au niveau communal, même devant certains ministres. Donc, je veux dire par là qu'il est possible que ça m'ait aidé, mais il y a aussi une légitimité démocratique qui est là maintenant. Et moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un prénom. Ouais, le nom, je l'ai déjà. Le vote a eu lieu mardi soir. Oui, il est relativement confortable. Oui, il est très confortable. Ouais, il a eu lieu à bulletin secret ou à main levée? Alors ça, vous devez demander à la présidente de section. Moi, j'étais pas là. Vous ne savez pas comment ça s'est organisé? Franchement, ce que j'ai souhaité, c'est que la section puisse décider en toute indépendance. Ce que j'ai demandé dans ma lettre, si vous l'avez lu, c'était une décision claire. J'ai bien mis en balance le fait que si je venais, c'est pour le leadership. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne déplace pas sa famille pour rien, parce que j'ai déjà des électeurs à Schaerbeek, j'ai déjà un engagement là. Voilà. Donc, je n'allais pas me déplacer pour être autre part. Et à part ça, je respectais complètement le processus qui allait choisir la section. C'est la section qui a géré ça. Ouais. Alors, il y a quelques questions ou commentaires Twitter. Ils ne sont pas toujours très agréables. Il y en a, moi, je vais vous dire, ce que j'ai reçu surtout, c'est des appels de félicitations, des choses vraiment, même des choses extrêmement fortes qu'on m'a témoigné. Je vous en lis un. Est-ce que le concept de Pierre Bourdieu de reproduction de classe vous parle? Bien sûr, évidemment. Infiniment. Ouais.
Est-ce que vous sentez la vacherie dans le tweet? Mais bien sûr, évidemment. Bon, est-ce que c'est parce que vous je êtes la fille honnêtement. Est-ce que c'est parce que vous êtes la fille de Philippe Moureau que vous avez remporté cette élection? Alors, il faut bien distinguer les plans dont on parle. Ouais. L'objectif que nous avons au PS de Molenbeek, c'est de remonter dans la majorité. Pour atteindre cet objectif, on a choisi ce dispositif. Et Jamel Kazman aussi soutient ce dispositif. Et tous les gens qui étaient là soutiennent ce dispositif. Donc c'est ça le vote de l'Assemblée générale. On soutient ça pour remonter. C'est pour l'objectif de remonter dans la majorité. Et cet objectif de remonter dans la majorité, si je peux m'appuyer sur Pierre Bourdieu, c'est justement, c'est rencontrer cette question des conditions d'existence et cette question de s'attacher à pouvoir travailler sur la question des inégalités. Donc c'est justement pour pouvoir pleinement entrer dans cette vision du monde que j'y vais. Jamel Kazman, ce sera votre numéro 2 ? Ça, c'est pas la question non plus aujourd'hui. Vous me posez la question tout à l'heure. Je vous ai dit le mandat qu'on m'a donné. Le mandat qu'on m'a donné, le leadership pour les 3 années à venir. Après le départ de Philippe Moureau, c'était Jamel Kazman qui avait repris la section locale. Jamel Kazman, il fait un travail formidable. On va encore le voir. On va le voir plein de fois. Ouais. C'est un mec que je respecte infiniment. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui travaille depuis très longtemps et qui a énormément apporté. Donc la question, c'est pas de savoir qui sera premier, qui sera deuxième, qui sera ceci, qui sera cela. Ça compte un petit peu en politique, Catherine Moreau, honnêtement. L'objectif, c'est de remonter dans la majorité. Et je sais que pour ça, je vais pouvoir compter sur Jamel et je vais pouvoir compter sur tous les autres conseillers talentueux qui sont déjà là et sur tous les militants qui sont là et qui vont continuer à travailler. Remonter dans une majorité, si vous devez choisir entre Ahmed El Khanous, Françoise Keepmans ou Sarah Turine? Moi, je ne choisis pas des personnes, je choisis des projets, on construit un projet, il n'est pas encore défini, je ne vais pas le faire toute seule. Et à ce moment-là, au regard du résultat des élections, et ça j'insiste, c'est vraiment très important, au regard du résultat des élections, le soir des élections, le lendemain de l'élection, avec notre projet, avec ceux des autres partis en présence, on va définir ce qu'on fait. Voilà, j'espère que le mandat de l'électeur me donnera une position forte dans cette négociation au soir des élections. Et j'espère, je le répète, que les électeurs ne se sentiront pas grugés en 2018 par rapport aux résultats des élections. Alors, rendez-vous 2018. Un mot quand même sur Schaerbeek, dont vous quittez avec un petit peu de regret, un petit pincement au cœur. Un déchirement. Ouais. Un déchirement, Laurette Onkelings a déjà laissé entendre dans la presse qu'elle pourrait passer la main à Schaerbeek, qu'elle estime qu'elle n'est pas forcément la mieux placée pour négocier des alliances. Oui, je n'ai pas lu ça, d'accord. Vous n'avez pas lu ça? Non. Ouais. Vous n'avez pas entendu que Rachid Madran pourrait aller à Schaerbeek? Est-ce que ce serait une bonne idée? Ah, vous parlez d'un autre article. Laurette Onkelings n'a rien dit. Il y a eu un article dans l'Écho qui a parlé de cette éventualité. Je n'ai pas connaissance de la suite des plans. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Je ne sais pas répondre à cette question à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on vous décrit plutôt à gauche au sein du Parti Socialiste. C'est exact ou pas? Oui, c'est exact, bien sûr. Ça veut dire quoi, être à gauche au sein du Parti Socialiste? Ça veut dire qu'on estime estime que le parti devrait être plus proche des militants, qu'il devrait être plus critique sur la politique du gouvernement Michel? Plus critique sur la politique du gouvernement Michel. Je crois qu'on ne peut pas faire plus critique sur la politique du gouvernement Michel. Donc Elio Di Rupo mène le parti comme il devrait. Plus critique que ce qu'on est. Je pense qu'on est vraiment critique par rapport à ce gouvernement. Est-ce que la percée du PTB en Belgique, mais aussi l'influence de Syriza en grec, de Podemos en Espagne, doit amener le Parti socialiste à revoir un petit peu ses fondamentaux et à gauchir un petit peu son discours? La question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau global, au niveau de la pensée macro. C'est vrai qu'on sort de toute une période de gouvernement au fédéral et on doit arriver, bien sûr, maintenant à tenir compte de tout ce qui se passe en Europe, de tout ce qui se passe et qui nous impose certaines choses, qui nous a imposé certaines choses, et pouvoir, dans cette opposition qui est très saine, qui est constructive, pouvoir repartir sur certains thèmes, redéfinir nos positions sur d'autres. Moi, je trouve que de ce côté-là, le PTB, il amène les bonnes questions. La chose que je critique chez le PTB, c'est qu'il n'amène pas de réponse. Si vous regardez les programmes du PTB, c'est des choses extrêmement théoriques. Donc, dans des réponses concrètes, ça, c'est malheureusement non. Mais poser les bonnes questions, oui, évidemment. Et sur cette ligne de quelles sont les bonnes questions, on est d'accord avec eux. Est-ce que le PS a accepté, quand il était au pouvoir, dans la législature précédente, des choses qu'il n'aurait pas dû accepter? Mais ce n'est pas vraiment la manière dont ça s'est passé. La manière dont ça s'est passé, vous vous en souvenez certainement, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'instantané. C'est qu'on a eu ces 541 jours de crise.
541 jours, où vous vous en souvenez, il a fallu... On a ça un peu sacrifié l'âme de gauche pour sauver le pays. L'âme de gauche, vous savez, je vais vous dire ce qu'on a gagné pendant ces années avec Di Rupo. On a gagné des choses extraordinaires que peu de pays ont gagné et qui nous a permis d'avoir une certaine stabilité. On a gagné la modification de la courbe de l'appurement budgétaire. Ça, si Loreto Koenigs et Elio Di Rupo n'avaient pas été là, on ne l'aurait jamais eu. Et en fait, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a, le poids que ça a, cette question de comment est-ce qu'on va gérer cette dette et le poids de l'Europe sur la Belgique. Donc c'est ça qui était en jeu aussi, si vous voulez. Donc voir uniquement à un côté, oui, il y a eu une négociation pour entrer dans le gouvernement. Vous voyez aujourd'hui que ce gouvernement de droite, voire d'ultra-droite, il a une majorité. Donc, et c'était déjà possible à l'époque, et on l'avait évité. Alors bien sûr, dans cette négociation-là, il y avait eu des choses qu'on avait laissées. Alors, plan taxi présenté aujourd'hui par Pascal Smet, on ne connaît pas encore tous les détails, mais d'un côté, Pascal Smet nous dit que ce plan va permettre d'éviter le dumping social. De l'autre côté, les taximens disent bah non, ce plan, c'est la porte ouverte à Uber. Vous y comprenez quelque chose? Mais je comprends que là, de nouveau, on touche à une question de crise de modèle aussi. Hein, donc, c'est pas fini, cette question de Uber. Vous avez déjà utilisé Uber ou pas? Non, moi, j'ai jamais utilisé Uber et je ne suis pas sûre que j'utiliserai Uber un jour. Pourquoi? Parce que j'utilise très souvent les taxis. Je connais les chauffeurs de taxi et je vois les difficultés qu'ils rencontrent. Et on sait que c'est un secteur qui souffre. C'est un secteur qui souffre année après année, législature après législature, quel que soit le ministre, c'est un secteur qui souffre. Donc, c'est très important d'être au contact avec ce secteur, d'avoir de la concertation avec ce secteur, d'entendre ce secteur et de pouvoir aménager les choses. Donc, je ne connais pas le plan en détail, je dois le dire. Donc ce sera cet après-midi au Parlement bruxellois. Et je voulais vous dire, voilà, c'est un débat que suit mon collègue Jamali Kasban, par exemple, très très bien. Et donc c'est lui qui s'exprimera sur les taxis? C'est lui qui s'exprimera sur le taxi et qui défendra les taximens. Merci Catherine Moreau d'avoir été l'invitée de l'interview. Et Jamali Kasban, il sera justement avec Boris Deliès, invité des experts, demain samedi à partir de 13h. Bonne journée à tous.